Salut tout le monde! Je suis contente de vous retrouver comme promis pour mon book haul d'octobre. Et s'il n'est pas aussi abracadabrantesque que le mois de septembre, on ne peut pas dire non plus que ce soit une réussite. Donc je vais commencer par les services presse. Comme j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, je vais fragmenter cette vidéo parce que sinon je vais y passer des plombes. Sans compter que bon, mon appareil photo caméra n'est plus de première jeunesse, donc à un moment donné il va me dire attention là j'ai chaud. Donc voilà, donc je vais commencer par mon service presse. Donc le premier que j'ai reçu c'est le remake de Pygmalion que je vous ai déjà chroniqué, que j'ai déjà partagé avec vous dans ma dernière vidéo et que j'ai adoré, donc de Clay McLeod Chapman. Donc on y retrouve en fait une histoire, une légende urbaine qui va être faite en film. Le film ne va pas bien se dérouler, ne va pas bien se passer. Et la petite actrice qui joue le rôle du fantôme va être traumatisée par l'histoire. Et donc 30 ans plus tard, il décide de refaire le remake. Et donc l'actrice va devoir jouer le rôle de la maman, fantôme également, et on va voir que ça va pas se passer non plus comme on l'espère. Donc voilà, c'était vraiment une super lecture, soit dit en passant. C'était une bonne lecture pour Halloween. J'ai également reçu les fantômes de Harvard aux éditions également Pygmalion de Francesca Seritella. Voilà, je vous montre la couverture, d'ailleurs je trouve qu'elle est très jolie. Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé, hein, ce sera plus simple. Accepté à Harvard, Cadence Archer décide de s'installer sur le campus, alors que ce choix menace de détruire sa famille. Car c'est dans la prestigieuse université que son frère aîné a mis fin à ses jours l'année précédente, après avoir développé une schizophrénie. Caddy ne peut se résoudre à continuer de vivre sans savoir ce qui a poussé cet étudiant de génie à se suicider. Avec pour seul élément un cahier bleu empli de gribouillages obscurs d'Eric, devenu paranoïaque et en proie aux hallucinations, elle enquête sur les ultimes mois de sa vie. Plus Caddy avance, plus ses soupçons augmentent, puis elle-même commence à entendre des voix. Donc voilà, c'est pas une histoire gaie, hein, c'est voilà, c'est 2 saisons on va dire, hein, c'est pas Noël non plus. Donc voilà, c'est l'entre-deux. Ensuite, j'ai eu plusieurs achats d'occasion. Donc j'ai craqué pour The True. Veux-tu savoir la vérité, donc de Savannah Brown aux éditions Ozu. Donc j'ai déjà la couverture me plaisait assez. Parce que là on le voit pas bien. Mais en fait, vous voyez, ça j'aime bien ce genre de couverture. Je trouve ça vachement sympa. Les lettres sont reliées, elles sont dorées, j'aime bien. Voilà, c'est ce qui m'attire systématiquement vers un livre d'abord et ensuite le résumé. Donc, Sydney est persuadé que la mort de son père n'était pas un accident. Seul Sid la ville, il connaissait les secrets de tous ses habitants. Qui parmi ses patients aurait eu intérêt à vouloir sa mort? D'où proviennent les mystérieux textos que Sydney reçoit après son décès? Et pourquoi June, la fille la plus populaire du lycée, assiste-t-elle à l'enterrement? Alors qu'elle est de plus en plus attirée par June, Sydney nourrit l'espoir d'une vie plus belle. Malheureusement, les secrets ne restent jamais longtemps dans l'ombre. Veut-elle vraiment savoir la vérité? Donc voilà, de quoi attirer mon attention, ça capte tout de suite. Je me pose les questions, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. J'ai également eu une furieuse envie d'acheter Girl Serpent Storms, donc de Melissa Bachardout, j'espère que je dis bien, aux éditions Stardust, également en occasion. Donc là c'est pareil, hein, beaucoup d'entre vous me l'ont recommandé, j'en ai vu énormément passer sur Booktube. Donc je dis c'est pas possible, il a l'air trop intéressant, donc je l'ai acheté, j'ai craqué, je suis très faible, excusez-moi. Voilà. Donc Soraya a vécu sa vie cachée loin de sa famille, dans sa chambre ou dans les allées de sa roseraie. À l'approche de la cérémonie du mariage de son frère, elle va devoir décider
si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois. Dans le donjon se retrouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté. Et en bas du palais, il y a un jeune homme qui n'a pas peur d'elle, dont les yeux voient au-delà des apparences et comprennent qui se cache sous le poison. Soraya doit faire un choix et comprendre qui elle est vraiment, humaine ou démon, princesse ou monstre. Donc là, beaucoup sont partagés. Certains ont adoré le livre, d'autres beaucoup moins. Moi, je me dis, autant me faire mon avis et je le dirai quand je l'aurai lu. Une fois n'est pas coutume, excusez-moi, hein, j'ai encore une bronchite, un reste de bronchite des vacances. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté un recueil de nouvelles. Je sais, je ne lis pas beaucoup de nouvelles. C'est très rare. Mais bon, je pouvais pas passer au-de ça parce que R.L. Stein, l'auteur de mon adolescence avec les chairs de poule, décrit à glacer le sang. Des histoires qui font froid dans le dos, proposées par Mystery Writer of America de Bayard. Donc là, c'est pareil, on va retrouver donc toute une série de petites histoires courtes d'horreur, mais je pense, c'est le style vraiment, on va rester sur le style ado, on n'est pas non plus dans la truc de Stephen King. Mais voilà, donc étant une fan inconditionnelle, étant jeune, des chairs de poule avec cet auteur, je me suis dit non mais je peux pas passer à côté de ça, c'est pas possible. D'autant plus qu'il n'était pas cher, je l'ai eu quoi pour 2 €. Donc je dis non, pour 2 €, on va quand même aller jeter son œil. Donc voilà. J'ai ensuite, beaucoup me l'ont recommandé aussi, pris donc L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel aux éditions Le Livre de Poche. Donc là forcément ça allait attirer mon attention aussi, vous allez comprendre pourquoi. 5 auteurs de romans noirs se retrouvent à Crescent House, une maison isolée érigée au creux d'une vallée perdue de l'Arkansas, pour un week-end de création, dans une ambiance propice à l'imagination la plus lugubre. De fait, la rumeur locale prétend qu'en 1965, un écrivain nommé Billy Ellison y aurait été assassiné par des membres du Ku Klux Klan. D'autres disent qu'il aurait lui-même tué son épouse avant de se donner la mort. Alors que le week-end passe, les invités de Crescent House disparaissent les uns après les autres. Une famille entière, bien sous tout rapport, est massacrée dans la ville voisine. Quel est le lien entre passé et présent, entre locataires d'hier et d'aujourd'hui, entre légende et réalité? Maison isolée, film d'horreur, bon, vous faites un peu le... Il y a l'ampoule qui s'allume, forcément, moi, elle s'allumait tout de suite. J'ai, je ne sais plus qui me l'a recommandé sur une de vos chaînes, Plus de morts que de vivants de Guillaume Guéraud, aux éditions Rourou. Bon, j'aime pas trop la couverture, c'est plus le résumé qui m'a intrigué, hein, voilà. Donc, 8 h du matin, vendredi 17 février, dernier jour de cours avant les vacances d'hiver, pour les 647 élèves du collège Rosa Parks. Certains ont les traits fatigués ou les intestins en vrac parce que la grippe ou la gastro ne les a pas épargnés. Mais il faut croire que tous ont déjà la tête en vacances et qu'ils considèrent cette journée comme une simple formalité. Sauf que le portail du collège qui se ferme sur eux n'est pas près de rouvrir. Un nez saigne, une touffe de cheveux tombe, de minuscules boutons apparaissent sur un bras. Personne ne s'inquiète de ces détails alarmants. Tous ignorent qu'un virus fulgurant se ferait un chemin dans les couloirs du collège en infectant les cellules de leurs organismes. Bientôt, ils vomiront du sang, ils perdront leurs dents. Qui s'en sortira vivant? Ah, on va se retrouver dans un huis clos. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Là, c'est pareil, c'est de l'occasion. Là, c'est tout de l'occasion. Parce que, non, là, sinon, mon banquier va faire la tronche. Ah, là, c'est clair et net. Sinon, c'est pas possible. Alors là, là, c'est du neuf, mais coup de bol. Je l'ai acheté en occasion, il était neuf sous blister. Et j'en ai tellement entendu parler que j'ai dit, vas-y, fonce! Donc, Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Donc, bah là, c'est pareil, vous allez faire un petit peu le petit truc, les manoirs, les maisons, les machins, voilà. Donc, il se passe quelque chose au manoir ancien où la cousine de Noémie réside depuis son récent mariage.
Sa lettre parle d'empoisonnement, de visions et d'entités qui la tourmentent. Avec ses robes 50s et son rouge à lèvres, Noémie ne semble pas à sa place dans cette demeure isolée de la campagne mexicaine. Mais elle ne se laisse pas impressionner par l'époux de sa cousine, aussi troublant qu'hostile, ou le patriarche familial, fasciné par la jeune invitée, ou la maison elle-même, qui suscite des rêves de meurtre et de cérémonies impies. Noémie va découvrir son effrayante histoire de violence et de folie. Voilà, encore une fois, un manoir qui a des... pas tout à fait izouzouille, hein. Faites pas attention, c'est ma chaise qui bouge. Là, j'ai mon petit chéri qui a voulu me faire un petit cadeau ce mois-ci parce qu'il sait que je suis très très fan de Buffy et évidemment, on en a également entendu parler de Kendall Blake à chaque génération. Bienvenue à New Sunnydale. Donc, beaucoup en ont parlé, hein. On suit en fait la fille de Willow. Je ne l'ai pas encore lu, mais je veux savoir ce qui se passe, le pourquoi du comment en détail. Voilà, Willow. Qui va devenir donc une tueuse potentielle. Et donc on va suivre apparemment certains des personnages de la série. Et forcément j'ai très hâte de les retrouver. C'était imprévu. Franchement c'était sûr que s'il ne me l'offrait pas, j'aurais fini par craquer tôt ou tard. Donc merci mon chéri pour ce petit bijou. Dès que je peux, je m'y mets. Donc deuxième partie donc de mon book haul de mois d'octobre, j'ai également eu envie de ce petit roman, ça fait un moment qu'il est sorti donc d'occasion aussi, Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa aux éditions Babel. Donc moi j'adore les animaux, hein. J'adore les chats, j'adore les chiens, j'adore les cochons d'Inde, donc forcément ce genre de roman a tendance à m'attirer. Donc, un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et se voit contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désireux de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler maintes aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. Il est arrivé, je l'attendais comme beaucoup d'entre vous, j'avais hâte de l'avoir, forcément en édition reliée, toc toc, hein, évidemment, je ne vous apprends rien, tout le monde l'a vu sur les réseaux. Voilà, donc l'Empire du Vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus. Là, ça sert à rien que je vous fasse un résumé, bon nombre de personnes avant moi l'ont fait, vous savez de quoi il en retourne. Ou si vous ne savez pas, ben, je vous conseille de vous renseigner, vous pouvez tomber que dessus. Alors là, j'ai une petite dédicace à Pikiti Bookin. J'ai pas l'habitude de lire des BD, mais quand elle m'a montré ce qu'elle avait eu en unboxing, j'ai dit oulala, là je crois que je vais faire une petite entorse. Donc le manoir Sheridan, tome 1, La Porte de Guéhen, aux éditions Vent d'Ouest. Donc Manoir Sheridan, là ça y est, vous faites le tilt aussi, ça tilt. Donc forcément tout ça, ça m'intéresse, j'y peux rien, c'est plus fort que moi, c'est incontrôlable. Donc, et en plus c'est coloré, donc je ne l'ai pas encore lu, j'ai bien l'intention de bientôt m'y mettre, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, hein, parce que ça se reflète beaucoup sur les pages, c'est du papier glacé, c'est très joli. Là c'est pareil, je l'ai eu en occasion. J'ai sauté dessus parce que moins de 10 € en occasion, ça vaut largement le coup. Donc, en fuite donc, au Québec en 1922. En fuite après avoir volé la caisse d'un magasin général, Daniel est englouti avec son traîneau dans les eaux d'un lac gelé. Angus McMahon le sauve de justesse et l'emmène dans sa demeure, le manoir Sheridan, une grande bâtisse isolée et inquiétante. Au fil de sa convalescence, Daniel va découvrir par hasard, dans une aile dont l'accès lui est totalement interdit, voyons,
La nièce d'Angus, la belle Edana, plongée dans un profond état de catalepsie. Il ne se doute pas alors qu'il a ouvert la porte d'un monde cauchemardesque qu'il lui faudra affronter en passant un dangereux pacte avec le maître des lieux pour défendre sa vie et celle de cette mystérieuse créature dont le charme l'a envoûté. Merci Pikiti. Alors, vous avez été un peu mitigé également sur celui-là, donc j'ai voulu quand même me dire, bon, je vais me faire mon avis, le style a l'air sympa. Ce sont donc les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Starton aux éditions 10-18. Déjà, je trouve la couverture assez sympa. Elle brille, hein, tout ce qui brille, moi ça m'intéresse, hein, de toute façon, regardez les boucles d'oreilles, tout ça, ça brille, c'est bon, ça, c'est moi, c'est pour moi. Donc, alors, prête pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez jamais connu depuis longtemps, mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Voici le roman le plus divertissant de l'année. Alors moi, normalement, je me suis arrêtée là, mais bon. Ce soir, à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Oui, dans cette luxueuse demeure anglaise qui a intérêt à la tuer. Aidan Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Alors, si j'ai bien compris, on m'a fait un petit peu un topo, que c'était un style de Cluedo, de savoir qui allait la tuer. Ce jeu, j'adorais y jouer quand j'étais jeune, j'y jouais pas souvent. Faute de personnes pour jouer avec moi, mais j'adorais jouer à ce jeu, et c'est vrai que un petit Cluedo livresque, moi je me suis dit allez, pourquoi pas, on va essayer, on verra bien ce que ça donne, hein. Voilà, de toute façon c'était de l'occasion aussi, je l'ai pas acheté neuf. J'ai voulu d'occasion aussi, toujours prendre la suite donc de la Villa aux Étoffes. Donc on a les filles de la Villa aux Étoffes et l'héritage de la Villa aux Étoffes de Anne Jacob aux éditions 10-18 également. Là c'est pareil, vous en avez entendu parler, vous connaissez le remake, vous connaissez la chanson. Ça sert à rien que je vous refasse un résumé, de toute façon ce sera toujours le résumé du tome 1, donc vous savez forcément de quoi il en retourne, c'est obligé. Si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est ma fille qui joue dans son parc. J'espère qu'elle va continuer à être sage. J'ai également entendu parler donc du chant de nos filles, donc de Deb Spera aux éditions Charleston. Déjà j'aime bien la couverture, je trouve ça sympa. Hein, encore une fois, le Charleston, je trouve qu'ils font des belles couvertures. Donc on est en 1924 en Caroline du Sud. Alors que la région se remet encore de l'infestation des charançons qui a dévasté les plantations et l'économie, Gertrude, une mère de 4 enfants, doit prendre une décision terrible. Elle est prête à tout pour sauver ses filles de la famine et échapper à son mari violent. Rita navigue dans un monde difficile en tant qu'esclave affranchie de première génération, toujours employée par les Cole, qui ont autrefois été propriétaires de sa famille. Annie, la matriarche de la famille Cole, doit faire face à la sinistre vérité qui a déchiré sa famille. Ces 3 femmes n'ont apparemment rien en commun. Elles sont pourtant liées par les cruelles injustices qui sévissent depuis longtemps dans leur petite ville et auxquelles elles décident de faire face. Donc les histoires de famille, j'aime bien aussi, ça m'intéresse aussi. Récemment, j'ai eu une envie de me pencher, j'avais déjà lu quelques livres de cet auteur, forcément on ne peut pas passer à côté de lui, mais je me suis aperçue qu'il y avait des livres que je ne connaissais pas, et je me suis dit, bon bah c'est l'occasion de continuer. Donc le grand King, le grand Stephen King, donc je me suis procuré donc après aux éditions Albin Michel. Donc, ensuite, Jamie, qui n'est pas un enfant comme les autres, il a le pouvoir de parler avec les morts, mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter très cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Ah. Obsédant et émouvant, le nouveau roman de Stephen King nous parle d'innocence perdue et des combats qu'il faut mener pour résister au mal. Je précise que c'est pas le nouveau du tout, hein, c'est un ancien. Mais le nouveau, je l'ai pris aussi, parce que je suis en train de l'écouter en audio libre. Et franchement, je l'ai déjà dans la peau. Comme d'habitude, Stephen King fait toujours du bon travail. J'ai également eu donc
les larmes noires pardon, de Marie Luther, de Anna Jane Mayu, aux éditions Pocket. Donc là, c'est un peu le style également du chant de nos filles. D'ailleurs, je crois que je les commande en même temps. Ouais. Alors, août 1954, Caroline du Nord, Juby, 13 ans, se réjouit de ses prochaines vacances. Direction la Floride avec sa mère, ses sœurs, son petit frère et Marie, la bonne noire de la famille. Pour la première fois, son père ne sera pas du voyage. Un soulagement pour la fillette, terrorisée par le climat de brutalité que l'homme fait peser sur la maison. Mais le répit est de courte durée. En plein cœur du sud ségrégationniste, Juby va découvrir les humiliations publiques et quotidiennes infligées à Marie. Donc vous voyez, c'est à peu près le même style de roman. Donc voilà, c'est des périodes comme ça qui m'intéressent. Je vais peut-être pas les lire tout de suite, mais tôt ou tard, ils seront lus. Vous avez été nombreuses également à me le recommander. Merci les filles, hein, franchement merci, vous faites fort. L'orpheline de Foundling de Stacey Halls, sachant que j'ai déjà pris Les Sorcières de Pendle le mois dernier. Bon ben j'ai envoyé, voilà. Donc là on est à Londres en 1747, donc Bess Bright, vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, voit se refermer derrière elle les grilles de l'orphelinat de l'hôpital de Foundling. La mort dans l'âme, elle y laisse Clara, son bébé. Un jour, elle s'en fait la promesse, elle reviendra la chercher. 6 ans plus tard, ayant économisé chaque penny, elle retourne à l'orphelinat pour retrouver son enfant qu'elle n'y a jamais oublié. Mais on l'informe que sa fille n'y est plus depuis longtemps. Réclamée jadis par une femme se faisant passer pour Bess. Pour découvrir qui lui a volé sa fille, il lui faudra passer la porte d'une grande maison bourgeoise de Bloomsbury, où une jeune veuve et sa fillette vivent en recluse au milieu de lourds secrets. Donc je précise également, je n'ai pas précisé tout à l'heure que c'était chez Pocket que je me le suis procuré. Donc on embraye pour la troisième partie de mon book haul. Je commence à avoir des livres un peu partout, il y en a plein, ça n'arrête pas de tomber. Ce qui est drôle, c'est que certains, je ne les ai pas achetés ce mois-ci. Je les ai précommandés depuis juillet, août, forcément, avec les histoires de réimpression, problèmes d'imprimeur, tout ça. On ne les reçoit pas tout de suite. Donc, je l'ai eu. J'avais déjà le 2, j'attendais pour lire, d'avoir le 1. Ça y est, il est là. Il est enfin arrivé. Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'espère que je le dis bien. Aux éditions de Saxus. Je vais enfin pouvoir commencer. Je crois que c'est une trilogie. J'en suis pas sûre, mais il me semble. Donc là c'est pareil. J'ai pas besoin de vous faire le petit speech du résumé. Vous savez forcément, vous l'avez vu passer. C'est fou, c'est délirant. Et forcément, ça m'a attiré. Je suis très faible. Oui, je suis faible, c'est ma grande, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est ma très grande faute, c'est ma très grande faute. Voilà. Donc voilà, je passe vite fait sur celui-là, hein, parce qu'on en a quand même pas mal. Alors, celui-là, par contre, il n'est pas banal, parce que je ne l'avais jamais vu passer. Et c'est un peu style à la Downton Abbey, ce qui m'intéresse énormément. Donc, Darington Hall de Catherine Taylor, donc aux éditions Archipoche. Une saga qui ravira les fans de Downton Abbey. Je suis fan de Downton Abbey, je ne peux pas passer à côté de ça. Je précise toujours que, à part le sang et la cendre, et puis le J. Christophe, le reste, jusqu'ici, ce sont des occasions. Parce que je ne peux pas me permettre d'acheter que du neuf, c'est pas possible. J'ai quelques neufs, c'est vrai, mais le reste, c'est d'occasion. Donc, jeune vétérinaire, Kate se rend fréquemment chez les Camden, propriétaires de Darington Hall, un manoir cossu en pleine campagne anglaise. Sur place, Ralph, le patriarche du clan, est sans dessus dessous. Il a reçu un pli d'avocat lui notifiant que Ben Sterling, un entrepreneur américain qui a fait fortune dans les nouvelles technologies, serait son fils. Au sein de la famille, cette lettre fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ben a clairement l'intention de venger sa mère, de réclamer sa part d'héritage et de s'approprier le titre de baronnet qui échoua à l'aîné des héritiers. Et le jour où Ben décide de se rendre sur place pour affronter les Camden, il est victime d'une double agression qui le laisse amnésique. Kate lui vient alors en aide. C'est vrai que le début fait un peu penser à Downton Abbey, hein, quand
Mathieu arrive chez les Crowley pour récupérer son titre. J'ai également pris donc Angela Merson, Nos monstres aux éditions Pocket. Eh bien, bon bah vous voyez, hein, c'est d'actualité les tombes en ce moment. On ne peut pas passer à travers. Grande-Bretagne de nos jours, un ex-tolard violent, repenti, frappé de multiples coups de couteau à la sortie d'un pub. Un crime émotionnel selon l'inspectrice Kingston, qui ne tarde pas à débusquer la coupable. Ruth, une ancienne victime du violeur. Un classique. Pour autant, quelque chose ne colle pas. Ruth semble distante de ses actes, comme sous emprise. Pour comprendre les motivations exactes de la meurtrière, Kim se tourne vers Alex Thorne, sa psychiatre, une femme séduisante, pleine d'assurance, qui fascine l'enquêtrice autant qu'elle l'intrigue. Et ces deux-là n'ont pas fini de se croiser. D'autant que cette étonnante psychiatre semble connaître l'inspectrice bien plus que de raison. Kim Stone devra affronter ses démons pour tenter de s'en sortir et faire éclater la vérité. Donc là, on est un peu dans le thriller polar. Hein. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu me procurer... Bon, celui-là, il est un peu abîmé, je trouve ça dommage, mais bon, pour le prix, c'est bon. Les autres livres que je n'avais pas encore lus, pourtant j'en entends et j'ai vu les films, donc on me dit qu'il n'a rien à voir. Donc Shining de Stephen King, on dit que celui-là, il est 3 fois mieux, que le film a été mais démoli par rapport à la véritable histoire de ce roman. Donc là, c'est pareil, le manoir Overlook, vous connaissez, vous en avez forcément entendu parler, même si vous n'avez pas voulu vous en approcher, ne serait-ce que d'un œil pour regarder. Ça fait pas peur, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est trop ancien que je vous fasse un résumé, vous connaissez forcément. Et alors là, par contre, celui-là m'avait l'air intéressant de par sa couverture, j'aimais bien. Et en lisant le résumé, ben, j'ai dit, allez, Banco, c'est pareil. Là aussi, toujours de l'occasion. Hein. Vous voyez, il est superbe. Il n'y a rien à redire, je ne peux pas critiquer. Donc Charlie de Stephen King également. Donc, un homme et une femme font l'objet d'une expérience scientifique ultra secrète du gouvernement américain sur les pouvoirs psychiques. Tout était prévu, sauf que cet homme et cette femme auraient un an plus tard une fille, Charlie. Très jeune, la petite Charlie manifeste un pouvoir étonnant. Les objets prennent feu autour d'elle, surtout quand elle est en colère ou apeurée. Alors qu'elle a 8 ans, sa mère est assassinée et Charlie est enlevée par une puissante organisation gouvernementale appelée la Boîte. Andrew, son père, réussit à la kidnapper et s'enfuit avec elle. Quand l'innocence et la beauté sont confrontées aux forces du mal. Là, j'ai deux petites dédicaces à Kimi Collection. Merci Kimi, c'est gentil pour mon compte en banque. Voilà. Donc, qui a recommandé donc pour les histoires d'horreur le manga. Je crois que c'est un one shot. Il faudrait que je me renseigne, mais il me semble que c'est un one shot. Sayuri, donc de Rensuke Oshikiri, des Omake manga. Une histoire complète. Donc oui, effectivement, c'est un one shot. Quand la maison de ses rêves se transforme en véritable cauchemar pour toute sa famille. Maison, hantée, fantôme, cauchemar, horreur. Et pourtant, je lis pas que ça. Hein. Mais en ce moment, bon bah c'est ma période. On va dire, c'est peut-être l'ambiance, je sais pas. Mais c'est ma période. Alors là, par contre, c'est complètement différent. Et il n'y a pas que Kimi qui me l'a fait, mais bon, beaucoup me l'ont fait. Voilà. Bah, j'ai pas pu résister, j'aime bien la romance, donc je me suis procuré donc les McCoy, le tome 1, l'ogre et le chardon. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu, et s'ils continuent à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde. Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par Caleb, chef de clan McCoy, elle se relève bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Donc je verrai bien ce que ça donne pour la suite, parce que je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, je crois. Kimi avait l'air complètement désespéré de finir la série. Bon, généralement on est content, mais c'est vrai que des fois, perdre des personnages qu'on adore, c'est un crève-cœur. Franchement, c'est un crève-cœur, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que c'est dur de dire au revoir à un personnage qu'on adore. J'ai ensuite pris Possession de Paul Tremblay. Là, on change encore une fois de registre, on est reparti autre chose. Donc, après Rosemary's Babies et L'Exorciste, le nouveau classique de l'horreur.
La famille Barrett mène une vie ordinaire à Beverly, une banlieue tranquille de Boston, Massachusetts. Jusqu'au jour où leur fille de 14 ans, Marjorie, commence à manifester les symptômes d'une étrange schizophrénie. Alors que des événements de plus en plus angoissants se produisent, les Barrett décident de faire appel à un prêtre qui ne voit qu'une seule solution, l'exorcisme. À court d'argent, la famille accepte l'offre généreuse d'une chaîne de télévision qui leur propose de suivre les événements en direct. L'émission connaît un succès sans précédent, pourtant du jour au lendemain, elle est interrompue sans explication. Que s'est-il passé dans la maison des Barrett? Alors, je précise que moi, généralement, c'est plus tout ce qui est paranormal, fantôme, tout ça. C'est très rare que je m'intéresse à un cas de possession et d'exorcisme. Mais je me suis dit, autant essayer, qu'est-ce que tu y gagnes, qu'est-ce que tu as à perdre. Si ça tombe, ça peut être tout aussi intéressant. J'ai également, bon, il est un petit peu abîmé, mais ça va encore. C'est assez raisonnable pour une occasion. Les secrets donc de Pangarock de Liz Fenwick aux éditions Roman City. J'aime bien la couverture, j'aimais bien, elle m'avait bien attirée. Donc le jour de son mariage, Judith s'enfuit de l'église, laissant son fiancé devant l'autel. Mal dans sa peau, honteuse, la jeune femme part se réfugier loin du monde. Elle trouve un emploi consistant à mettre dans l'ordre dans la bibliothèque du manoir de Pangarock. Encore un manoir, une bibliothèque, ça pouvait que m'intéresser forcément. La demeure est idyllique, léchée par les vagues de l'océan, elle a le charme des vieilles pierres, riches de son passé. Mais Tristan Trevelyan, le nouveau propriétaire qui vient d'hériter de ce domaine trop lourd à gérer, a l'intention de la mettre en vente. Ça c'est dommage, c'est bête. Au cours de ses recherches pour la bibliothèque, Judith découvre que des siècles auparavant, une tragédie familiale s'est produite entre ses murs. Les rumeurs évoquent des meurtres et la disparition d'un inestimable bijou. Pour la jeune femme, il devient vite indispensable d'exhumer les secrets de Pangarock. Bon, bah, on s'en retrouve encore une fois avec un manoir isolé, avec une bibliothèque entre guillemets mystère et un secret de famille. Donc forcément, je pouvais pas dire non. On peut pas dire non à ce genre de choses, c'est pas possible. Je le voulais, j'ai fini par le trouver à une offre. Oui, t'as raison, c'est ma fille. À une offre défiant toute concurrence. Donc les sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Donc je vais faire quand même un petit résumé parce que vous l'avez pas forcément vu, celui-là, c'est pas celui qu'on retrouve en tête des rayons. Novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants? Les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux? Donc voilà. Ça va pas plus loin au niveau du résumé, mais ça m'a pas freiné pour autant. Forcément, ça a attisé ma curiosité. Je le voulais aussi, pareil, en occasion, je l'ai eu. Ex de Thomas Hold Uvelt, j'espère que j'arrive à le dire. Brillant et totalement original, d'après Stephen King. Donc forcément, bon bah ça attire la curiosité, ça attire l'attention. Donc, quiconque naît en ce lieu est condamné à y rester jusqu'à la mort. Quiconque y arrive ne repart jamais. Bienvenue à Black Springs, charmante petite ville américaine, du moins en apparence. Black Springs est hantée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise, restant parfois au chevet des enfants des nuits entières. Les habitants se sont habitués et qu'il leur arrive d'oublier sa présence, ou la menace qu'elle représente. En effet, si la vérité échappe de ces murs, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, les anciens de Black Springs ont utilisé des techniques de pointe, mais un groupe d'adolescentes locaux décide de braver les règles et plonge la ville dans un atroce cauchemar. Donc forcément, ça pouvait que m'attirer. On entre dans la dernière partie de mon book haul, et heureusement, parce qu'il est temps. J'ai des livres vraiment partout, je ne sais plus où les mettre. Après, il va falloir que je range tout, la bibliothèque. Comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Donc, pour continuer la collection Stephen King, j'ai également acheté Cimetière, toujours d'occasion.
Là c'est pareil, j'ai pas besoin vraiment de vous faire un résumé, vous connaissez pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui ont déjà lu le livre, il n'est pas sorti d'hier. L'histoire de la famille qui vient emménager dans un nouveau patelin et qu'ils habitent juste derrière un cimetière pour animaux et le chat décède. Voilà, je voulais vraiment me faire une idée parce que je connais le film, je connais même le remake, il me semble. Et je voulais voir si... parce que moi j'aime bien toujours me faire une idée des livres avec les films pour voir si... Ou des séries, parce que des fois c'est des séries. Hein, Netflix a repris beaucoup de séries tirées de livres. Et j'aime bien toujours lire et faire mon avis pour voir si l'histoire retrace bien, ça a bien été repris dans le film ou la série. Et donc j'ai dit c'est vrai que Cimetière, je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne l'ai pas lu. Et du Stephen King, bah, forcément c'est de Laurent Barre. Donc je pouvais faire que ça. J'ai dit bah tiens, je vais me faire ma petite idée sur le film. En plus, ils ont refait la couverture parce que l'ancienne couverture, elle était vraiment pas terrible. J'aimais pas du tout. Donc, je l'ai acheté également d'occasion. Bon, il y a quelques traces d'usure, mais de toute façon, un livre, c'est pas fait pour être lu qu'une seule fois. Hein. Un livre, c'est fait pour être lu et relu et relu. Et ceux qui en veulent plus, après, bah, ils le donnent ou ils le vendent à d'autres personnes qui ne l'ont pas lu et qui veulent l'essayer. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est pas juste pour trôner sur une bibliothèque et prendre la poussière. Euh, c'est pour moi, c'est I will survive, quoi. Il faut que ça survive, il faut que ça passe entre les mains de plusieurs personnes, même si, voilà, on n'a pas forcément aimé le livre, ben voilà, on le vend ou on le donne à quelqu'un d'autre, et puis voilà, qui ne sera pas forcément du même avis que vous. Donc voilà. J'ai continué donc avec un vieux Stephen King. Ensuite, c'est la première fois que j'ai décidé d'essayer cette autrice, Lisa Gardner, Le Sceau de l'Ange, aux éditions Le Livre de Poche. Disons que le résumé me faisait vraiment... bon, la couverture est un peu banale, je trouve, mais bon, c'est pas très grave. Le résumé me faisait vraiment envie. Donc, nuit noire et pluvieuse dans le New Hampshire, au détour d'une route, une voiture fait une violente embardée. Nicole, qui conduisait, ne se souvient de rien, sauf d'une chose, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Si les recherches de la police confirment la présence d'une autre personne lors de l'accident, le mari de Nicole prétend que l'enfant n'a jamais existé. Qui croire? Que s'est-il passé réellement cette nuit-là? La nouvelle enquête du brigadier Wyatt Foster et l'inspectrice Tessa Leoni impose une fois de plus Lisa Gardner. Grand prix des lectrices de Elle pour la maison d'à côté, comme l'un des maîtres du thriller psychologique. Vous voyez, on reste vraiment dans les mêmes thèmes actuellement qui m'intéressent. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les lire avant la période de Noël. Je ne sais même pas si j'aurai envie de lire pendant la période de Noël des choses de Noël. Généralement, je suis très décalée, moi, sur les lectures. Je peux vraiment switcher par-ci, par-là, de l'horreur, du polar, du thriller, de la romance, repartir sur de la fantasy, du fantastique. C'est en fonction, moi je fais en fonction de mon feeling, en fonction de mes envies, de mes besoins aussi, parce que des fois on n'a pas forcément besoin de lire quelque chose de gai, on n'en a pas envie, ou alors des fois on préfère lire des choses, à l'inverse, hein, des choses d'horreur, macabres, des choses comme ça, alors que c'est pas du tout la saison. On peut être en plein sur une plage au mois d'août et lire des histoires de fantômes, voilà. Donc c'est ça que j'aime bien avec la lecture, c'est qu'on peut faire vraiment selon ses envies et pas forcément comme tout le monde le veut. Et voilà. Donc ensuite, j'ai également craqué pour L'ombre de l'autre femme de Dorothy Coomson. Alors c'est la version France Loisirs que j'ai bien aimée parce qu'elle est arrivée déjà assez rapidement, et d'un. Et de deux, j'aime bien parce que la couverture, vous voyez, c'est la fenêtre du garage ou de la cave. Je trouve que c'est bien. Moi j'aime bien ce genre de style de livre, ça fait vraiment envie, ça donne envie de lire. Et donc, alors, je vais vous lire le résumé.
toujours d'occasion, hein, vous vous en doutez, France Loisirs, il y en a beaucoup qui sont fermés. Quand Libby rencontre Jack, elle croit vivre le plus grand bonheur de sa vie. Elle l'épouse 4 mois plus tard, mais à peine a-t-elle emménagé dans la grande demeure de son mari que son rêve tourne au cauchemar. Jack est obsédé par son ex-femme décédée, Eve, et son comportement est de plus en plus étrange. C'est alors que Libby découvre qu'Eve a peut-être été assassinée. Elle décide de tout faire pour savoir ce qui lui est arrivé. Et si Libby était elle aussi en danger? Donc là, c'est vraiment, ouais, thriller, psychologique, peut-être polar, je ne saurais pas vous dire. C'est pas de l'horreur pour moi, ça c'est rien, c'est un moucheron, on va dire ça. Et donc, excusez-moi. Et donc, là, on arrive sur la fin. Il m'en reste 5. J'ai pris les 2 premiers tomes de la trilogie du Tierling de Erika Johansson, Reine de Cendre. Donc là, j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2 que j'ai reçu à 2 jours d'intervalle. Moi, j'étais assez contente. Le tome 3 doit arriver également. Apparemment, ça va être une reprise par un... Alors, je sais pas si... Je sais plus si c'est un film ou si c'est une série avec Emma Watson. Je pense plus à un film. Généralement, Emma Watson, je la vois pas jouer dans les séries, c'est plus dans les films. Et d'ailleurs, elle l'a lu et elle a marqué... elle a laissé un commentaire: impossible de le lâcher, ce roman. Donc, Emma Watson, je l'adore, notamment dans Hermione Harry Potter. Elle a fait d'autres films que j'ai trouvé ça super. Donc, je lui fais confiance à 100%. Donc, je vous lis le résumé du tome 1. Le tome 2, je ne vous lirai pas le résumé pour pas qu'il y ait de spoil. Hein, on est d'accord, tant le faire. Donc, après la mort de sa mère, la reine Elissa, Kelsey Raleigh, je sais pas, a grandi en exil, loin des intrigues du donjon royal où son oncle a pris le pouvoir. Le jour de ses 19 ans, une garde l'escorte de son repère à la capitale où elle doit reconquérir la place qui lui revient de droit. Kelsey ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner. Pourtant, les atrocités qu'elle découvre vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace, qui jette tout le pays dans la tourmente. Long périple semé d'embûches, plein de bruit et de fureur, de trahison et de combat. Pour Kelsey, l'épreuve ne fait que commencer. Donc, par contre, c'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il était au livre de poche également. Hein. J'ai pris la même série, j'ai pas envie de me retrouver avec un livre de poche, un livre broché et autres. J'ai préféré les prendre de la même gamme. Et là, on passe à mes 3 derniers. Alors ça, c'est des achats neufs. Donc j'ai compté, après je vous dirai un petit peu le compte-rendu que j'ai. Donc ça, c'est Kimi Collection. Merci encore une fois, Kimi, de m'avoir... fait découvrir donc ce roman qui est en plus en offre découverte à 9,99 €. Un livre comme ça, normalement, ça vaut 18 à 20 balles. Forcément, on le retrouve à moitié prix, ben, on saute. En plus, la jaquette, elle est absolument, avec les dorures, elle est absolument fantastique. Donc, on se retrouve avec le premier tome donc, de Grace and Fury, Fleur de fer de Tracy Blanchard, je crois. Excusez-moi si je le prononce mal. Donc, à Viridia, les femmes n'ont pas le droit de lire. Déjà, j'aime pas ce pays. Voilà. Elles n'ont pas non plus le droit de choisir leur mari, leur métier, ni leur avenir. Pas le droit d'avoir des idées. Bon, je déteste ce pays, mais je veux quand même en savoir plus. Depuis toujours, Serena a été formée pour devenir une Grace et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi. Sa sœur Nomi, elle, a été entraînée pour servir Serena et l'aider à séduire le prince. Le jour de la sélection des Grace, rien ne se passe comme prévu. Nomi est retenue à la place de sa sœur et Serena est envoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Waouh, super. Aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose. Pour survivre, les deux sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques. La révolte ne fait que commencer. Donc là, on est un peu dans une ambiance un peu royaume, trahison, complot, peut-être même dystopie. Hein, je saurai plus en le lisant. Je vois qu'il est assez aéré. Donc il ne devrait pas faire
long feu quand je déciderai de le lire. Et encore faut-il que j'ai le temps avec les services presse et les livres de médiathèque que je n'ai quand même pas mal réservés. J'en réserve et bon, ils arrivent tous en même temps à chaque fois alors que il n'y a pas forcément les mêmes personnes qui l'ont réservé avant moi. Donc bon, bah, j'ai pas de chance, mais bon, c'est comme ça. Alors là, un gros coup de cœur. The Corse Queen de Heather M. Herman aux éditions Phibbs. Déjà, quand il est arrivé, des étoiles plein les yeux parce que franchement, moi j'adore. J'adore ce genre de couverture. Donc on a une jolie couverture genre calque. Et en fait l'image est tout à fait différente quand on la bouge. Et ça, c'est le truc que je kiffe, mais alors de dingue. Donc voilà, je vais vraiment y prendre soin parce que j'ai peur de l'abîmer. C'est un peu comme la couverture de Adi Larue que j'ai eu en occasion mais qui est un peu abîmée. Enfin bon, ça c'est pas ma faute, c'est pas moi ce coup-ci. Donc voilà. Alors que sa meilleure amie Kitty vient de mourir dans des circonstances mystérieuses, Molly Green, orpheline de 17 ans, découvre l'existence d'une tante dont elle ne savait rien. Richissime. Ava est disposée à prendre la jeune fille sous son aile, à condition qu'elle soit prête à en payer le prix. Car Ava a bâti sa fortune en vendant des dépouilles à des étudiants en médecine, et elle veut que Molly l'aide à se procurer les corps. Or, à Philadelphie dans les années 1850, une jeune fille non mariée n'a que peu de perspectives. De plus, Molly est bien décidée à remonter la trace de l'étudiant qu'elle pense être l'assassin de Kitty. Elle accepte donc et découvre son nouveau métier, et surtout, les leçons d'anatomie du docteur Laval, qui vont la fasciner. Mais à cette époque, aucune femme n'est censée étudier pour devenir chirurgienne. Alors qu'un meurtrier sévit en ville et que la mort de Kitty reste impunie, la poursuite du savoir devient pour Molly une danse mortelle. Donc voilà, vous voyez un petit peu tout ce que j'aime. De toute façon, si je vous fais le compte, de tout ce que j'aime, je peux le mettre sur le truc, enfin, si je vous fais tous les thèmes abordés que j'aime, bon ben voilà, ça remplit forcément, mon désir, mon besoin d'avoir certains livres, d'autres que je n'aurais pas besoin forcément. Les lire, oui, donc c'est pour ça que je les emprunte à la médiathèque. Mais après, est-ce qu'ils valent certains, bien qu'ils soient, ça peut être des lectures très sympas en soi. Est-ce qu'elles valent le coup que je les achète et qu'elles intègrent ma bibliothèque? Certaines, oui, et certaines, non. Voilà. Mais ça, c'est en fonction des goûts, encore une fois. Et le dernier, la der des der. Ah 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 ah, le voilà, je vous l'avais promis. Le dernier Stephen King, Billy Summers, que j'écoute actuellement en audio libre en allant chercher et conduire ma fille à l'école, à pied, en poussette, sous les raches. Donc voilà. Déjà, j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est Jodie des Contes de la Crypte qui en avait parlé de cette couverture, effectivement, qui a un espèce entre les deux. Vous voyez, ça c'est lisse, c'est doux, et là la route, on sent bien que c'est granuleux. Je trouve que les éditions Albin Michel ont fait vraiment un super travail sur la couverture, et elle donne vraiment envie de s'y attarder. Donc l'histoire d'un type bien qui fait un sale boulot. Billy Summers est un tueur à gages, le tueur le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers, l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui a mis tout son génie et son humanité. Donc effectivement, je suis en train de l'écouter. Effectivement, c'est toujours aussi prenant. Mais ça vaut pas... Enfin, je veux dire, c'est pas dans l'horreur. On n'est pas dans l'horreur de Shining ou Cimetière ou Misery. On est plus dans le style Joyland, 22 novembre 63. C'est vraiment le style plus descriptif, plus narratif d'une aventure qui n'a pas forcément paranormal. Et ça, c'est pas du tout du paranormal, mais franchement, le style, de toute façon, la plume de l'auteur
me convient tout à fait, que ce soit du paranormal ou pas. J'aimerais un de ces jours me lancer aussi sur ce Joe Hill, il me semble que c'est son fils, qui lui fait un peu plus de paranormal aussi, est-ce que j'ai entendu. Mais il faudra que je regarde ça plus tard. Pour l'instant, je vais essayer de me pencher vraiment sur un auteur à la fois. Certains auteurs que je connais bien, comme Karen Gibel, Barbara Bell, voilà, je les connais, donc il n'y a pas de souci. King, j'en connais pas mal. Mais il y en a d'autres que j'ai pas lu et que je trouvais ça dommage. C'est pour ça que le mois dernier, donc ce mois-ci, j'essaye de me procurer les œuvres les plus connues et les meilleures. Donc après, je verrai pour un petit peu étendre mon périmètre et voir s'il n'y a pas d'autres auteurs qui pourraient être aussi intéressants qu'eux. Voilà, donc là, c'était le dernier quand même, hein, je l'ai fait en plusieurs fois, mais il faut le faire. Donc, en tout, je vous ai présenté 38 livres de service presse, 30 livres d'occasion, et heureusement d'ailleurs, et seulement 6 neufs, dont un cadeau. Donc, imaginez si c'était l'inverse, si c'était 30 livres neufs, 6 d'occasion et 2 services presse. Là, c'est clair que le banquier, il sonnera à ma porte directement. Donc voilà, vous voyez, dans l'ensemble, d'un point de vue, comment dirais-je, les livres d'occasion, c'est que vraiment il valait le coup, c'est qu'il faisait vraiment moins de 6 € le livre. Hein. Donc moi, je prends pas, si ça dépasse les 10 €, c'est même pas la peine. Pour moi, j'attends. Ça finira par baisser. Mais voilà. Et puis c'est pas forcément que des nouveautés non plus. Il y en a certains qui valaient le coup, ça c'est clair et net, hein, comme gothique, Mexican Gothic, j'avais oublié le mot, le nom, qui en fait est vendu d'occasion, mais en fait il est neuf. Alors là, c'est vrai que j'ai fait une affaire. Donc voilà, c'est la fin de mon book haul. Si certaines lectures vous ont intrigué, intéressé, n'hésitez pas à venir m'en parler. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour en discuter, parce que je vis dans un milieu assez rural, donc forcément on n'a pas de club lecture, on n'a pas beaucoup de ce genre de choses, et moi j'aime bien échanger autour de lecture. Donc si vous avez envie de me parler de vos envies, si certains titres vous ont fait envie, ou d'autres non, hein, si vous les avez déjà lus peut-être aussi, hein, c'est possible. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, me parler sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Si jamais cette vidéo vous a plu, si vous aimez ce que je fais, démontrez-le-moi s'il vous plaît. Abonnez-vous, mettez-moi un petit j'aime, un petit like, un petit pouce. Soyez sympa, ce serait sympa, ça coûte rien. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ce sera avec plaisir de remarquer, de voir que ce que je fais n'est pas pour rien, n'est pas que pour moi-même, que je vois que des personnes aiment et apprécient ce que je fais depuis pas très longtemps, c'est vrai, mais voilà, j'essaye de vivre de ma passion, j'essaye de cohabiter ma passion, de faire cohabiter ma passion avec mes enfants, avec ma vie de femme au foyer, avec également mon autre passion qui est les films, les séries. Donc vous voyez, c'est pas toujours facile de faire tout cohabiter ensemble. Il y a beaucoup de choses à faire comme beaucoup de gens, hein, les courses, le week-end, tout ça. Donc il faut vraiment réussir à tout coordonner. Et j'essaye de le faire avec la meilleure volonté du monde et surtout le cœur. Le cœur et mon amour pour la littérature. Donc voilà, alors si jamais cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, ou si vous êtes trop timide, parce que ça peut arriver, mettez-moi un petit emoji, je sais pas moi, une petite image de livre par exemple, pour me dire oh je suis là quand même si j'arrive pas à parler, ce qui peut arriver, ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai été timide aussi avant, je me lâche depuis quelques temps, mais avant je n'arrivais pas à aligner de mots. Donc voilà, donc je sais très bien ce que vous pouvez ressentir. N'hésitez pas, voilà. Alors moi je vous dis à bientôt. J'envisage de faire un vlog lecture, mon premier. Ça va pas être facile à coordonner ça. Je vais essayer. C'est un petit défi que je me lance.
Et je vous dis donc à très bientôt, parce que je pense que le mois de novembre va partir très vite aussi, comme le mois d'octobre que j'ai pas vu passer. Voilà. Alors moi je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao, à plus.